た少女はお茶会に遅れないよう。もう何日も眠ることができない。いや、寝れないでいる。寝たらダメだ。寝たら死ぬ。Le 20 août 1941, à 2 heures du matin, alors que la ville de Hamamatsu suffoquait encore sous la chaleur résiduelle d'une journée d'été étouffante, Nakamura Seisaku avançait dans l'obscurité avec la démarche d'un homme qui n'avait plus besoin de réfléchir. La veille, il avait frappé au Wakamatsu, une maison close comme tant d'autres, un bordel noyé dans l'oubli des nuits anonymes où l'on échangeait le corps contre quelques yens, où la mort n'était jamais une hypothèse bien lointaine. Il avait tué, mutilé, s'était enfui avant d'avoir terminé ce qu'il était venu chercher. Il n'en éprouvait ni regret ni satisfaction. Ce n'était qu'un mouvement dans une chorégraphie plus vaste, une répétition avant la pièce finale. Et ce soir, il recommençait. Pas par nécessité, pas par vengeance, simplement parce que c'était ce qu'il devait faire. Le Kikusui, un hôtel de passe insignifiant perdu dans une ruelle aux odeurs de moisie et de sueur, avait tout d'une proie facile. Il l'avait repéré depuis longtemps, notant la proximité des maisons voisines, comptant les fenêtres, évaluant les possibles échappatoires. Ce n'était pas une forteresse, rien qu'un bâtiment fatigué, à la structure trop prévisible, aux murs imprégnés de secrets qui met face à un couteau bien aiguisé. Il savait que la propriétaire, une femme de 44 ans, dormait dans la chambre de devant avec une jeune femme de 16 ans employée comme femme de chambre et qui, à cet âge-là, devait avoir vu plus de choses qu'il n'était raisonnable d'endurer. Plus loin, dans une chambre à l'arrière, dormait un employé plus âgé, un homme de 62 ans dont la fonction oscillait entre gardien et domestique, une présence qui en temps normal aurait pu représenter un obstacle. Mais cette nuit, l'âge du vieil homme serait son propre piège. Comme la veille, il pénétra par une fenêtre, il connaissait déjà la technique. Il avait peaufiné son geste jusqu'à la rendre fluide, une simple pression sur le bois, un glissement calculé pour que la porte vitrée des toilettes se détache sans le moindre bruit. Il était un corps en mouvement, un animal dont chaque muscle savait déjà ce qu'il devait faire. Il passa sans effort dans l'ouverture, se redressa, replaça la lame contre sa ceinture. Dans sa bouche, un mouchoir roulé, une habitude qu'il avait prise pour éviter que la surprise ou l'effort ne lui fasse émettre un son involontaire. Un résidu de cette enfance où sa propre voix lui échappait, où chaque son qu'il produisait était une erreur de fabrication. Il ne perdit pas de temps, il se dirigea vers l'arrière du bâtiment, là où dormait le vieil employé. L'homme dont la seule erreur avait été d'être là, à cet instant, sur la trajectoire d'un être qu'il ne connaissait ni la pitié ni l'innocence. Il le trouva allongé sur le côté, la bouche entr'ouverte dans un sommeil sans rêve, une carcasse usée par des années de labeur sans gloire. Seisaku n'eut pas besoin d'hésiter. Il leva son couteau et frappa droit dans la poitrine 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis il continua un enchaînement régulier, précis, une série de 7 coups méthodiques dont un directement au cœur. Le corps sursauta, s'affaissa, l'odeur du sang envahit la pièce. Ce fut instantané, mécanique, parfait. Il quitta la chambre sans un regard en arrière. La bonne, elle, n'avait pas eu la chance d'un sommeil profond, peut-être un 6e sens, peut-être une intuition sourde, ou simplement le bruit du dernier soupir de l'homme qui venait d'être éteint comme une chandelle. Lorsqu'il entra dans la chambre de devant, elle ouvrit les yeux, juste assez pour voir l'ombre noire se découper dans la nuit, juste assez pour comprendre, juste assez pour avoir peur.
Il ne lui laissa pas le temps de crier, juste celui de se retourner pour ne pas faire face au monstre. 2 coups dans le dos en diagonale, une trajectoire nette qui perça le cœur en 2 endroits distincts. Son corps se raidit, s'arqua un instant sous la douleur fulgurante, puis retomba dans l'immobilité. Pas un son, pas un cri, rien qu'un souffle expiré qui ne serait jamais réinspiré. Puis vint la propriétaire. Elle s'éveilla aux bruits étouffés de la pièce voisine, aux pas feutrés, à cette étrange tension qui précède le désastre. Peut-être avait-elle entendu le froissement d'un pheton, peut-être un soupir involontaire du tueur qui, malgré sa minutie, restait un être de chair et de sang, avec ses limites et ses failles. Elle se redressa, se leva d'un bond, sentit la présence dans la pièce, mais elle ne vit pas un client ivre, un amant clandestin ou un voleur maladroit. Elle vit un homme en chemise blanche et pantalon noir, une silhouette anonyme dont la lame brillait encore des dernières gouttes de vie qu'elle avait arrachées. Elle aussi cria « Au feu !» L'alerte ancestrale, le cri qui dans cet établissement où la loi ne mettait que rarement les pieds, était devenu un code universel, un signe d'urgence qui éveillait même les plus épuisés. Seisaku n'avait pas prévu ça, il s'élança vers elle, visa l'aisselle droite, un angle parfait pour atteindre le cœur sans obstacle. Un coup, 2 coups, 3, puis d'autres encore, une frénésie qui tenait plus de l'exaspération que de la nécessité. Il lui fallait le calme, il lui fallait le temps, mais il n'avait plus ni l'un ni l'autre. Les maisons voisines étaient trop proches, les cloisons trop fines. Il perçut dans un recoin de son esprit aiguisé les premiers bruissements d'une ville qui s'éveillait, un danger qui prenait forme. Il ne pouvait pas rester. Il ne pouvait pas fouiller la caisse comme prévu, ni retourner le mobilier à la recherche des yens cachés. Alors il fit ce qu'il savait faire de mieux, il disparut. Il quitta la maison par la porte d'entrée, s'effaçant dans la nuit comme un fantôme trop bruyant. Mais il ne s'était pas rendu compte qu'un témoin silencieux l'avait vu. Un enfant de 11 ans, fils adoptif de la propriétaire, dormait dans le même pheton que sa mère. Il s'était levé peu avant le massacre pour aller aux toilettes, était revenu se coucher sans savoir que dans l'obscurité, un tueur rôdait à quelques mètres de lui, puis il s'était réveillé de nouveau sentant un mouvement étrange contre ses fesses, un contact anormal. Il avait ouvert les yeux juste à temps pour voir la femme de chambre poussée par un inconnu en chemise beige et pantalon noir, juste à temps pour l'entendre crier au feu avant qu'elle ne soit traînée dans l'obscurité. Il savait, il se souvenait de l'attaque de la veille, au Akamatsu, du tueur dont la rumeur s'était déjà propagée comme une maladie. Il ne réfléchit pas. Il se leva, ouvrit la porte vitrée qui donnait au nord et s'enfuit. Il courut sans s'arrêter, sans respirer, ses jambes d'enfant propulsées par la peur pure, traversant les ruelles sans un regard en arrière jusqu'à atteindre le poste de police de Komatsu à 300 mètres de là. 2 massacres en 2 nuits, 2 bordels éventrés et surtout un tueur insaisissable, invisible, que personne n'avait encore vu distinctement mais dont les traces s'accumulaient comme des ombres sous les portes closes. Dans les villages environnants, Onogoti, Kitahama, Tsutsumi, les corps de défense civile et les associations de quartier furent mobilisés. Les habitants se barricadèrent armés de bâtons, de couteaux, de tout ce qui pouvait faire d'eux autre chose que des victimes désignées. La peur s'installait, mais Nakamura Seisaku, lui, avait déjà d'autres plans. Ce 24 décembre 1941, Hamamatsu s'éveillait sous un ciel bas et poisseux, un matin indistinct où la guerre et la moiteur de l'air pesaient sur les corps comme une sentence implicite. Dans la maison des Nakamura, pourtant, l'ennemi n'était pas au-delà des mers ni dans les éditoriaux exaltés qui annonçaient la grandeur impériale, mais bien à l'intérieur, tapis dans l'ombre du 2e étage, vêtu d'une patience que personne n'avait jamais su voir. Nakamura Seisaku, 18 ans, n'était plus seulement cet enfant sourd que l'on tolérait sans jamais vraiment l'accepter. Il était un prédateur en devenir, un fantôme qui connaissait par cœur les respirations de cette maison,
le rythme de ses occupants, les instants où tout basculerait enfin. Le 18 août, il avait tué pour l'argent, le 20 août, il avait tué par opportunité et un peu par plaisir, mais ici, maintenant, ce qu'il préparait était d'une autre nature. Il ne s'agissait plus d'un simple meurtre. C'était un anéantissement, une extermination méthodique qui lui permettrait enfin d'arracher à ce monde ce qu'il lui devait. Il l'avait compris avec une logique perverse que s'il voulait vraiment obtenir ce qu'il désirait, s'il voulait une vie affranchie des humiliations quotidiennes et des privations mesquines, alors il devait couper les racines du problème, sa famille devait disparaître. La décision s'était imposée à lui avec clarté, comme une conclusion logique d'une équation dont il connaissait déjà le résultat. Son deuxième frère, qui vivait à Osaka, lui donnait parfois de l'argent. Si toute la famille périssait, ce frère reviendrait naturellement pour gérer l'entreprise familiale. Et qui d'autre pourrait en profiter ? Qui d'autre que lui ? Il savait que personne ne l'aimait, qu'il était un fardeau silencieux, qu'on le supportait par obligation plus que par attachement. Il savait que son père était un homme rude, que son absence ne susciterait pas d'interrogation profonde. Et surtout, il savait que si son père mourait, tout le monde accuserait sa mère, car c'était ainsi que les choses fonctionnaient. Un homme aussi violent que son père, un homme aussi brutal, aussi dominateur, ne pouvait qu'avoir semé la haine autour de lui. Qui le pleurerait vraiment ? Mais avant cela, il fallait patienter encore un peu. Le 24 septembre, son père lui ordonna de rester à la maison pour aider à la sériciculture, une tâche ingrate répétitive où l'on manipulait les vers à soie avec l'attention d'un orfèvre, mais où l'ennui se muait vite en exaspération. Il protesta, tenta d'esquiver l'ordre, mais il n'eut d'autre choix que de s'exécuter. Toute la journée, il obéit, accumulant en silence les humiliations de ce labeur qu'il haïssait, attendant un signe, une parole, un regard qui viendrait adoucir la rancœur qu'il sentait monter en lui comme un poison. Mais il n'y eut rien. Pas un mot d'encouragement, pas un remerciement. Juste des ordres aboyés, des critiques, un mépris ordinaire auquel il était habitué, mais qui, aujourd'hui, plus qu'hier, lui parut insupportable. Il avait fait de son mieux, mais son père ne voyait que ce qui n'était pas parfait. Il n'avait jamais eu de place ici, il n'en aurait jamais. Alors cette nuit-là, il décida que ce serait pour demain. Le 26 septembre, à 15h, il balaya la poussière du couloir entre le deuxième étage où il dormait et le bâtiment annexe où reposaient son père et d'autres membres de la famille. Il voulait éviter toute trace. Il passa la soirée dans une immobilité parfaite, allongé sur son futon, tentant de trouver le sommeil, mais l'excitation et l'anticipation ne lui laissèrent aucun répit. Vers 23h, il vérifia que tout le monde dormait, mais il attendit encore, laissant le silence envahir la maison, guettant le moment exact où elle deviendrait vulnérable. À 1h30 du matin, il se leva pour aller aux toilettes, contrôla chaque détail, s'assura que rien d'inhabituel ne trahirait sa présence. Puis il remonta à l'étage, prépara un chiffon pour essuyer le sang, le mouilla dans la baignoire, à l'extérieur revint sans bruit, son arme et son foulard bien dissimulés dans ses poches. Il sortit et observa la maison depuis l'ouest, repérant la lumière faible qui fuyait par un trou de serrure. Il s'agenouilla, laissa volontairement des empreintes de pieds nus sur le sol, une mise en scène subtile pour suggérer qu'un intrus était venu de l'extérieur. Puis il ouvrit la fenêtre de la salle de bain côté sud, tendit la main pour retirer le clou qui verrouillait la porte battante côté est. Désormais, l'illusion était parfaite, la maison ne montrerait aucune trace d'une invasion interne. À 2h du matin, il passa à l'acte, son foulard sur la bouche comme un bandit de film. Son frère aîné dormait dans une pièce du bâtiment détaché, inconscient du spectre qui se glissait dans la nuit. Seisaku le contempla un instant, sentant presque de l'agacement à l'idée qu'il lui faille encore faire un effort pour lui ôter la vie.
Il leva son couteau et frappa. Une fois, 2 fois, 3 fois, il ne comptait pas, il savait juste que la lame entrait et ressortait, qu'elle perforait la chair, ouvrait l'abdomen, tranchait la gorge. Son frère se débattit, son corps luttant contre l'inévitable, mais il n'avait aucune chance. 11 coups, un massacre en règle avant que le dernier ne traverse le haut du dos pour atteindre le cœur, mettant fin à ce combat déséquilibré. Le sang coulait à gros bouillons et inonda bien vite la couche du malheureux. Sa belle-sœur, réveillée par le bruit, se redressa à peine avant qu'il ne soit sur elle. Il frappa à l'aisselle, cherchant à briser ses défenses, sentit la lame s'enfoncer dans sa poitrine. Il la laissa agoniser, là encore consciente, mais déjà hors d'état de se défendre. Son père fut le suivant, une carcasse usée de 59 ans qui ne comprit que trop tard ce qui lui arrivait. Seisaku frappa encore, chaque coup de couteau un cri muet, chaque entaille une réplique d'années de mépris accumulés. Il ne savait pas si son père était mort quand il se détourna de lui, mais il savait qu'il n'en avait plus pour longtemps. Il le larda de 31 coups de lame dans tout le haut du corps, puis ce fut sa mère. Il ne l'aimait pas, il ne l'avait jamais aimée. Il lui avait toujours réservé une rage particulière, plus froide, plus cruelle, plus méthodique. Il la poignarda dans le dos, là où elle ne pourrait pas le voir, dans un dernier acte de mépris. Ensuite, sa sœur, 21 ans, une plaie nette au niveau du mamelon gauche, pas assez pour tuer, mais suffisant pour marquer. Enfin, sa nièce, 6 ans, un coup à l'avant-bras, le poignet droit sectionné, mais il retint ses coups. Une erreur, un reste d'humanité, personne ne le saurait jamais. Quand il eut terminé, il ouvrit la porte d'entrée avec fracas, simulant la fuite d'un intrus, puis il regagna sa chambre, nettoya ses mains, essuya son visage, cacha le poignard sous les tuiles du toit. Il enroula ses vêtements ensanglantés dans un floski et les glissa sous le panier à bûches, puis il s'allongea, soulagé, enfin libre, et il s'endormit profondément. Il fut réveillé quelques heures plus tard par le détective Korebayashi Asao, mais personne ne le soupçonna. Son père, encore vivant, avait appelé à l'aide et un voisin avait prévenu la police. La femme de son frère survécut, sa mère aussi. Seul son frère aîné mourut. Déçu, il tenta d'empoisonner son père 2 fois en mai suivant, il échoua. Mais ce qui l'énerva le plus fut que personne ne l'accusa. La famille honteuse préféra se taire. Le monstre pouvait encore dormir tranquille, le silence était devenu son domaine, un empire intérieur où les émotions n'avaient plus leur place. 1 an. 12 mois passés sous le même toit que ceux qu'il avait tenté d'exterminer, à partager les repas avec son père, sa mère, sa sœur blessée, sa nièce au poignet mutilé, à écouter sans un mot les discours murmurés dans la pénombre, les regards furtifs, les silences plus lourds encore que les accusations qu'on ne prononçait jamais. On ne parlait pas du massacre, on ne parlait pas des couteaux, du sang du frère aîné qu'il avait envoyé sous terre. Le Japon était en guerre et en temps de guerre, on se tait. Nakamura Seisaku pouvait donc continuer à exister parmi eux, sans être inquiété, sans même être soupçonné, un fantôme bien réel assis à la table familiale, mangeant comme si rien ne s'était passé. Mais dans ce calme apparent, quelque chose avait changé. Tuer ne l'avait pas soulagé. Il avait cru que l'anéantissement de sa famille lui apporterait enfin ce qu'il cherchait, l'indépendance, la reconnaissance, une forme de justice personnelle, mais il n'avait réussi qu'à provoquer le chaos et à se retrouver encore plus enfermé dans un monde qui ne voulait pas de lui. Alors il recommença à rôder. Il arpenta les ruelles de Hamamatsu, cherchant une nouvelle cible, traquant des maisons, les silhouettes, les possibilités. Il avait besoin de recommencer, il avait besoin de perfectionner son œuvre. Mais l'hiver arriva et avec lui la prudence. Les maisons étaient mieux verrouillées, les nuits trop froides pour qu'il puisse s'évanouir dans l'obscurité sans laisser de traces, alors il attendit.
L'été serait propice, l'été serait parfait. Le 25 août 1942, alors que les récoltes touchaient à leur fin et que la guerre continuait son engrenage meurtrier, il monta dans un train comme n'importe quel autre jour, et c'est là qu'il la vit. 19 ans, une robe fleurie et voyante à l'occidentale, un air trop sûr d'elle pour une fille de fermier, un parfum d'arrogance qu'il perçut immédiatement. Il ne savait pas encore pourquoi, mais il sut aussitôt que ce serait elle. Il la suivit du regard, la traqua sans un mot, et lorsqu'elle descendit à Tsutsumi, il descendit aussi. Il marcha dans son ombre jusqu'à sa maison, il nota les détails. Une porte arrière souvent laissée ouverte, une famille nombreuse, un frère, une sœur, un père et une mère vieux et endormis. Il prit son temps, il observa. Il attendit. L'arme devait être prête. Il retrouva son poignard caché et rouillé par l'inaction et il l'aiguisa comme un maître affûte sa lame avant le duel. Il le huila, il le polit, puis il s'entraîna 5 jours à perfectionner ses gestes, à faire des tractions pour renforcer ses bras, à répéter les coups sur des ballots de paille jusqu'à ce que le tissu cède comme de la chair. Le 30 août à minuit, il était prêt. Il pénétra dans la maison par la porte arrière, un foulard noué sur sa bouche, son poignard glissé contre sa hanche. Il savait où il dormait, il savait comment il dormait, il ne ferait pas d'erreur cette fois. Il repéra le couple endormi sous une moustiquaire, la mère et le père de la fille qu'il était venu chercher. Il frappa d'abord le père, un coup à la poitrine, un autre au ventre, un autre au cou. La lame s'enfonça avec la facilité d'une promesse tenue. La mère cria. Une erreur. Il pivota, lui trancha la gorge trop tard. La fille se réveilla. 19 ans, le regard figé dans une terreur animale. Il posa son poignard pour lui bloquer la bouche, mais elle lui arracha son foulard et lui mordit la main. Il grogna, il chercha sa lame, mais déjà un autre mouvement, le frère 15 ans. Un coup au visage, un instant de désorientation, puis la lutte des bras, des poings, une bataille absurde dans l'obscurité. Il reprit le dessus, il frappa le garçon, sentit la lame traverser les poumons, la rate l'estomac, il s'effondra, il frappa encore, 1, 2, 3, 10 coups de couteau. Agonisant, le garçon s'effondra, la fille hurla. Elle tenta de s'accrocher à lui, de l'empêcher de fuir. Il la poignarda dans la poitrine, le ventre, le dos, la gorge. Cette fois, il s'assura qu'elle ne bougerait plus jamais, mais le bruit, le chaos, le désordre imprévu, tout lui échappait. Il ne pouvait plus prendre son temps, il ne pouvait plus violer, plus voler, il ne pouvait plus la posséder, il prit la fuite. Derrière lui, la 4e fille, 17 ans, indemne, avait tout vu. Elle regarda le carnage, la silhouette noire qui saccageait sa maison et hurla à son tour. Les voisins alertèrent la police de Aritama. Le frère, malgré son agonie, eut le temps de parler à l'inspecteur qui arriva sur place. Il décrivit tout, un homme d'environ 20 ans, crâne rasé, corpulence moyenne, chemise beige, pantalon noir. Puis il mourut à 3h05. Pendant ce temps, Nakamura s'éloignait dans la nuit. Il comprit qu'il avait fait une erreur, il avait laissé son masque, il avait laissé le fourreau de son poignard sur place. Il ne pouvait pas rentrer chez lui avec l'arme, alors il trouva un poteau électrique près de l'école de pilotage de l'armée de Hamamatsu, y inséra la lame dans une fissure, la tordit jusqu'à ce qu'elle se brise en 3 morceaux et jeta le tout dans l'herbe. Puis il alla manger. Il entra dans le grand magasin Matsuhishi, acheta de la nourriture comme si de rien n'était, puis prit un train pour rentrer chez lui. Son œil gonflé, résultat du coup du garçon de 15 ans, aurait pu éveiller des soupçons, mais il avait déjà une explication prête. Je me suis cogné contre une porte de train. Sa famille ne posa pas de questions. Les habitants verrouillèrent leurs portes plus tôt. On entendit des bruits métalliques dans les maisons, des cliquetis inhabituels, des lances en bambou, des couteaux posés à portée de main. Le corps de défense civile reprit ses patrouilles. Les quartiers, autrefois plongés dans une indifférence moite, se transformèrent en forteresses improvisées. Mais Nakamura Seisaku n'avait pas peur.
Il savait que tant qu'il ne faisait pas d'erreur, il ne serait jamais attrapé. Le 18 août 1941, à l'aube d'une journée écrasée par la moiteur estivale, la ville de Hamamatsu s'éveillait encore dans l'illusion de sa routine, mais au commissariat de police, la torpeur habituelle des bureaux encombrés de paperasses et de rapports sur les vols de bicyclettes fut balayée en un instant lorsqu'un rapport urgent arriva sur le bureau du chef du commissariat de police de Hamamatsu. Un bordel attaqué, une prostituée morte, une autre éventrée, une propriétaire paniquée, hurlant au feu dans la nuit. Pas un règlement de compte ordinaire, pas une querelle entre clients ivres, non, cette fois c'était autre chose. Quelque chose de plus grand, de plus méthodique, quelque chose qui portait l'odeur d'un meurtrier qui n'avait pas l'intention de s'arrêter. Sans perdre une seconde, le chef convoqua les policiers de sa juridiction et ordonna des dispositions d'urgence avec les commissariats voisins de Hiwata, Kiga et Futamata. La peur était déjà là, tapie sous les uniformes abinonnés, dissimulée derrière les ordres donnés d'une voix trop ferme. On savait bien ce que signifiait un meurtre dans un bordel. Le silence, des témoins aveugles, des informations disséminées comme des miettes dans la boue. Ce ne serait pas une enquête facile. Accompagné de son inspecteur en chef adjoint, de l'inspecteur en chef judiciaire et du sergent de la section des enquêtes criminelles, le chef de la police grimpa dans une voiture qui filait déjà à travers les rues encore endormies de Hamamatsu, direction le quartier rouge, là où les lanternes s'éteignent trop tard et où les hommes sortent en titubant avant l'aube. Alors arrivé au bordel Wakamatsu, la scène était encore imprégnée de l'odeur du sang et de la peur. Une chambre souillée, des draps rougis, un silence qui pesait sur les murs comme un secret mal gardé. La victime, poignardée en pleine poitrine, était morte sur le coup, l'autre, en sang mais miraculeusement vivante, avait été transportée en urgence à l'hôpital où une autre prostituée, dans un geste tragiquement ironique, lui avait offert son propre sang pour la sauver. Mais l'enquête s'annonçait plus ardue que prévu. Rien n'avait été volé, pas un yen, pas un bijou, pas même les objets de valeur posés sur la commode à côté du lit. Le crime n'avait pas l'odeur du vol, mais celle du ressentiment, du désir, d'une colère muette peut-être. Quelqu'un avait frappé pour tuer, pas pour s'enrichir. Un quartier général temporaire fut immédiatement établi au poste de police de Kiune, transformant l'endroit en une fourmilière de fonctionnaires harassés, de rapports griffonnés dans l'urgence, de cartes annotées où l'on traçait déjà les premiers liens, les premières hypothèses. On interrogea la propriétaire du bordel, mais sa mémoire semblait s'être dissoute dans la terreur. Elle ne se souvenait de rien, juste un cri, une ombre, un chaos indescriptible. La survivante non plus n'avait rien vu, juste une douleur fulgurante, une odeur métallique, une sensation de chute. Les policiers se tournèrent alors vers les clients des prostituées, les habitués des maisons closes, les petits criminels de la ville. Dans ces lieux, il y avait toujours des dettes impayées, des promesses brisées, des rancunes silencieuses. On passa les restaurants et les maisons closes au peigne fin, traquant le moindre indice, la moindre anecdote qui pourrait transformer une rumeur en piste, quelque chose de concret. Mais quelque chose clochait. D'abord, l'assassin n'avait pas éteint les lumières de la pièce comme s'il avait voulu être vu, comme si la pénombre n'était pas une nécessité pour lui. Ensuite, il était entré par la fenêtre des toilettes comme un voleur et pourtant il n'avait rien pris. Et enfin, il avait évité de blesser le visage de la prostituée, un détail qui n'avait rien d'anodin. Un tueur pressé, un homme ivre de rage aurait frappé sans réfléchir. Mais ici, il y avait eu un choix, un contrôle peut-être, un message que personne ne parvenait à déchiffrer. Minuit approchait et les enquêteurs commencèrent à s'éparpiller. Certains restèrent au siège temporaire, d'autres retournèrent au commissariat principal, frustrés de n'avoir aucune piste solide.
Puis un élément nouveau apparut. La veille du meurtre, la prostituée assassinée avait eu une altercation avec un client, un homme qu'elle n'aimait pas, un habitué aux gestes brusques, aux paroles acerbes. Il l'avait menacée, l'avait frappée, puis avait marmonné des insultes, avait promis qu'elle le regretterait. Un motif, un suspect. Enfin. Le lendemain matin, l'homme fut arrêté et conduit au commissariat. Elle nia tout, bien sûr, il était innocent, il n'avait rien fait. Mais son visage trahissait l'inquiétude, cette crispation particulière des hommes qui se savent en danger. On le poussa dans une salle d'interrogatoire, on le fit asseoir sous une lumière trop forte, on le pressa de questions. Il suait, il tremblait, les policiers étaient convaincus d'avoir trouvé leur homme. Mais pendant ce temps, Nakamura Seisaku frappait à nouveau. Le 20 août, un deuxième bordel, un deuxième massacre, et soudain tout bascula. La police comprit qu'elle n'avait pas arrêté le bonhomme, que l'affaire du Wakamatsu n'était pas une vendetta personnelle, pas un crime de jalousie ou de frustration sexuelle, mais l'œuvre de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'avait pas encore vu, quelqu'un qui rôdait toujours dans l'ombre. Le 20 août 1941, alors que la lumière grise de l'aube commençait à peine à se répandre sur Hamamatsu, que les rues s'emplissaient du bruit des marchands et des charrettes chargées de légumes encore couvertes de rosée, le commissariat de police fut frappé par une seconde alerte qui balaya en un instant toute idée d'une matinée ordinaire. Un deuxième massacre. À peine le premier crime digéré, à peine les premières hypothèses formulées, voici que l'assassin frappait à nouveau avec la même précision chirurgicale, la même audace et surtout avec cette impunité qui désormais ne laissait plus aucun doute. Hamamatsu abritait un tueur en série. Le rapport était urgent, les informations encore fragmentées, mais le modus operandi était trop familier pour laisser place au doute. Le chef de la police, habitué aux rixes, entre ivrognes et aux disputes de marchands, comprit immédiatement que la situation dépassait largement le cadre habituel du crime urbain. L'ombre du premier meurtre était encore fraîche, l'encre des rapports à peine sèche et déjà une nouvelle maison close, un nouveau bain de sang. Il convoqua immédiatement les commissariats voisins d'Iwata, Kiga et Futamata, leurs forces combinées nécessaires pour répondre à cette escalade meurtrière. Les rues n'étaient plus sûres. Le Japon était en guerre, mais Hamamatsu aussi, et son ennemi n'avait ni drapeau ni visage. Le commissariat de police de Hamamatsu ne pouvait plus gérer cette affaire seul, on fit appel à la division des enquêtes criminelles de l'agence de police nationale, et en quelques heures un inspecteur, un lieutenant et un sergent de police furent dépêchés sur les lieux. Leur arrivée, loin de rassurer la population, alimenta encore un peu plus la panique. Un petit crime, la police locale s'en charge. 2 meurtres en 2 jours, et voilà que l'agence de police nationale elle-même envoie ses hommes. Mais ce n'était pas tout. Le docteur Kyosuke Komiya de l'université de médecine de Nagoya, ainsi que 3 experts de la division des enquêtes criminelles de la préfecture d'Aichi furent appelés en renfort. L'affaire prenait une ampleur inquiétante. On n'avait pas seulement affaire à un meurtre, mais à un phénomène criminel que l'on voulait disséquer, analyser, documenter avec rigueur. Si le Japon ne comprenait pas encore l'ampleur du mal qui rôdait dans ces villes, certains pressentaient déjà qu'il faudrait des années pour en tirer les leçons. Lorsque les enquêteurs arrivèrent sur les lieux du crime, les similitudes avec le premier massacre sautèrent immédiatement aux yeux. D'abord, l'agresseur était entré en retirant le haut de la fenêtre de la salle de bain, comme un cambrioleur méthodique, un homme qui connaissait les failles des maisons closes, leur vulnérabilité structurelle. Ensuite, aucun signe de fouille à l'intérieur de la pièce, rien n'avait été volé, pas un seul objet déplacé, comme si l'argent et les biens n'avaient jamais été sa véritable cible. Puis les blessures qui portaient la même signature. La lame du crime était identique, la méthode d'attaque rigoureusement semblable, l'assassin ne tuait pas dans la confusion, il exécutait. Pas de masque.
L'agresseur n'avait pas pris la peine de cacher son visage malgré la lumière allumée dans la pièce, une audace qui interrogeait, soit il n'avait pas peur d'être vu, soit il savait qu'il ne le serait pas. Ensuite, l'homme n'était ni grand ni vieux, la violence des coups, la précision du geste, tout laissait penser à un homme jeune, quelqu'un dont le corps était encore en pleine possession de ses capacités. Puis les victimes qui appartenaient au monde de la nuit, prostituées, hôtesses, dancières de bordel, le choix des cibles n'était sûrement pas anodin. Enfin, le tueur ne parlait pas. Certains avaient entendu des cris, des plaintes, des supplications, mais personne jamais n'avait entendu sa voix. Les enquêteurs comprirent alors l'évidence, c'était le même homme, celui qui avait frappé Wakamatsu, avait récidivé Kikosei. La ville était sous la coupe d'un tueur en série. Mais l'affaire ne se résuma pas à ces seules similitudes. L'un des détails les plus troublants fut découvert par l'équipe médico-légale. La propriétaire du Kikosei avait rampé vers le jardin avant de mourir. Une tentative de fuite désespérée, un dernier instinct de survie, mais elle n'avait pas été achevée, une anomalie dont le schéma du tueur. Pourquoi l'avoir laissé agoniser? Était-ce une erreur, une hésitation, ou bien un jeu, une mise en scène dont lui seul comprenait les règles? Autre fait troublant, le Kikosei possédait une pièce secrète, un espace où les clients et les prostituées pouvaient se retrouver loin des regards indiscrets. Mais l'assassin n'y était pas entré. Si son objectif avait été de tuer sans distinction, pourquoi ne pas s'être aventuré plus loin? Pourquoi s'en être tenu aux premières cibles? Un client furieux, un amant rejeté aurait cherché sa proie dans chaque recoin, lui non. Il ne s'agissait pas d'un crime passionnel. Il ne s'agissait pas non plus d'une vengeance. Ce n'était que la poursuite d'un projet déjà en cours sûrement, et un dernier détail peut-être le plus inquiétant de tous, le crime s'était produit en pleine enquête policière. Hamamatsu grouillait d'uniformes, les bars et les bordels étaient sous surveillance accrue, et pourtant le tueur n'en avait cure et avait frappé sans trembler. Une audace stupéfiante qui soulevait une possibilité inquiétante. Aurait-on affaire à un meurtrier désorganisé qui frappait au hasard, ou bien un prédateur qui se délectait du chaos qu'il provoquait? La police savait qu'elle devait agir vite. Le commissariat de Hamamatsu mobilisa des renforts de Iwata, Kakegawa, Fujieda et forma une équipe d'enquêteurs de 42 hommes répartis en 8 escouades. Le 22 août, le chef du département de police préfectorale de Shizuoka se rendit sur place pour prendre les choses en main. Le 24, un quartier général fut installé dans la salle publique d'Ayogasa à Komatsu, dans le village d'Onogoti. Le 27, les 2 détectives supplémentaires demandés du commissariat de Shizuoka furent ajoutés. Le Japon n'avait pas connu d'enquête criminelle d'une telle ampleur depuis des années. Mais malgré les moyens déployés, malgré la pression constante, l'enquête piétinait. Plus le temps passait, plus la peur s'insinuait dans les rues de Hamamatsu. Les patrouilles de police se multipliaient, les habitants verrouillaient leurs portes avant le crépuscule, des lances en bambou posées à côté des tatamis prêtes à transpercer la moindre silhouette suspecte. Des rumeurs absurdes circulaient, le tueur était un fantôme, un yurei vengeur, il se cachait sous les planchers, se glissait à travers les murs. Mais ce qui était encore plus dangereux que la peur, c'était la colère. La confiance dans les autorités s'effritait. Le chef de la police, d'abord inflexible, déclara qu'il ne repartirait pas tant que le tueur ne serait pas arrêté. Mais les jours passèrent, les semaines aussi, et accablé par l'échec, il fut contraint de se retirer. Pendant ce temps, Nakamura Seisaku était toujours là et il attendait déjà son prochain crime. Le quartier général des enquêtes, noyé sous la fumée des cigarettes et l'odeur persistante du café, s'était transformé en une ruche fébrile où la fatigue commençait à se lire sur chaque visage. L'enquête stagnait et avec elle grandissait l'impatience du peuple et l'agacement des autorités. 2 crimes en 2 jours et pourtant,
Malgré les patrouilles, les interrogatoires et les descentes impromptues dans les bordels de Hamamatsu, aucune piste solide. Oui, l'assassin était un spectre, un fantôme qui frappait sans laisser d'empreinte, sans témoin, sans mobile apparent. Il entrait et sortait comme s'il connaissait à l'avance chaque recoin, chaque faille dans le dispositif policier. Les enquêteurs commençaient à perdre patience. C'est alors qu'une idée germa. Et si ce n'était pas son premier crime? Si cet homme, ou ce démon, comme certains commençaient à l'appeler, avait déjà frappé, des années plus tôt, avant que la police ne comprenne qu'elle avait affaire à une série d'assassinats plutôt qu'à des actes isolés. L'ordre fut donné. On rouvrit les dossiers des affaires non résolues, les vieux rapports furent exhumés des archives poussiéreuses, des noms oubliés revinrent hanter les rapports, des crimes passés furent réexaminés sous un nouveau jour. Et c'est là qu'un détail attira leur attention. L'incident de Musashi-ya. 3 ans plus tôt, un crime commis dans un bordel du quartier Nishigasaki, un meurtre brutal dont la logique échappait encore aux enquêteurs de l'époque. Une femme de 38 ans, poignardée à plusieurs reprises, une autre attaquée sans raison évidente. Un assaillant qui s'était faufilé dans la maison en passant par une fenêtre de la salle de bain comme dans les 2 crimes récents. Un assassin qui n'avait rien volé, qui n'avait même pas cherché à fouiller les lieux, qui avait attaqué en pleine lumière sans chercher à masquer son identité comme s'il savait que personne ne pourrait jamais le reconnaître. Les similitudes étaient troublantes. C'était la même main, la même rage et surtout le même silence. Ce qui était resté à l'époque une affaire non résolue reprenait soudain tout son sens. On avait peut-être trouvé le premier crime du monstre. Mais il fallait un lien tangible, un indice, une preuve, quelque chose qui permettrait de relier Nakamura Seisaku à ces meurtres, de lui donner un visage et un nom. C'est alors que l'un des enquêteurs retrouva une note oubliée dans les rapports de l'affaire Musashi-ya. Un vélo abandonné près du bordel. Un vélo qui avait été volé dans le parking du cinéma Hinodeza à Komatsu dans le village de Kitahama la nuit précédant le meurtre. Cette découverte fit l'effet d'un coup de tonnerre. Si l'assassin avait volé ce vélo, alors il avait probablement été vu. Il suffisait de remonter cette piste, de trouver quelqu'un qui, cette nuit-là, aurait aperçu l'homme qui l'avait pris. Il y avait bien un témoin, le gardien du cinéma Hinodeza. Il se souvenait parfaitement de cette nuit-là, pas du vol du vélo, ces choses-là passaient souvent inaperçues, mais d'un garçon sourd et muet qui avait tenté d'entrer sans payer. Un adolescent vêtu d'un uniforme d'écolier, une casquette marquée d'une étoile, un regard étrange. Les enquêteurs comprirent immédiatement l'importance de ce détail. Un garçon sourd, un criminel qui, dans chaque meurtre, n'avait jamais prononcé un mot. À l'époque, une enquête avait bien été menée parmi les jeunes sourds de la région, mais personne ne correspondait au signalement. L'affaire était restée sans suite. Mais cette fois, ils savaient quoi et qui chercher. Ils retournèrent voir la propriétaire du Musashi-ya, lui demandèrent de raconter encore et encore ce dont elle se souvenait de cette nuit-là. Avait-elle entendu la voix de l'agresseur? Non, pas un mot, pas un cri. Rien d'autre que le bruit des coups de couteau et le souffle court d'un homme absorbé par sa besogne. C'était une confirmation implicite. Si l'assassin était sourd et muet, alors il y avait un suspect potentiel, Nakamura Seisaku. Ils fouillèrent dans les registres, cherchèrent les noms des jeunes sourds de la région et tombèrent sur lui. Un garçon de 17 ans vivant à Michimoto, dans le village de Kitahama. Le gardien du cinéma Hinodeza fut convoqué et lorsqu'il aperçut Nakamura, il hésita. Mais il finit par admettre « ça pourrait être lui ». Ce fut suffisant pour un premier pas. Nakamura fut arrêté et conduit au quartier général des enquêtes pour interrogatoire. Ce soir-là, le 22 septembre, dans une pièce froide où la lumière artificielle rendait les visages plus pâles encore, Nakamura fut assis devant un inspecteur qui, sans un mot, glissa devant lui une feuille de papier et un crayon. Les questions commencèrent. Elles furent posées par écrit, par geste.
avec la patience méthodique de ceux qui tractent une vérité qui refuse de se laisser saisir. Mais Nakamura, lui, ne broncha pas. Il répondit calmement, simplement, des réponses vagues, sans lien direct avec les crimes. Aucune faille, aucun aveu involontaire, aucun détail qui pouvait le trahir. Au bout d'une heure, les enquêteurs durent se rendre à l'évidence. Ils n'avaient rien. Ils durent le relâcher. Mais le doute était là. Dès le lendemain, un détective privé fut posté à proximité de la maison de Nakamura. Un homme silencieux, payé pour observer sans intervenir, un témoin invisible qui chaque jour notait les moindres allées et venues du jeune homme. Et dans les bureaux du quartier général des enquêtes, une inquiétante nouvelle s'installait. Car s'il s'agissait bien de lui, et tout portait à le croire, alors il allait frapper à nouveau. Et cette fois, il devrait être prêt. Le quartier général mit en place un dispositif spécial. 10 enquêteurs supplémentaires furent dépêchés, répartis entre le commissariat de Kibune et les postes de Hamamatsu. On organisa des rondes, des patrouilles discrètes, des surveillances nocturnes. La ville était en état d'alerte. Mais malgré tout, Nakamura Seisaku dans l'ombre attendait son heure, le matin du 27 septembre 1941, alors que l'air était lourd de tensions et de rumeurs. Hamamatsu, déjà habitué aux nouvelles sombres depuis un mois, s'éveillait avec la certitude qu'un nouveau crime venait d'être commis. Mais cette fois, ce n'était pas un bordel ensanglanté ou une famille étrangère frappée par la mort. Cette fois, c'était la maison même de Nakamura Seisaku. Les coups de couteau, les cris, le chaos nocturne, tout s'était déroulé dans cette demeure maudite. Un carnage qui aurait dû alerter immédiatement les enquêteurs sur l'identité du coupable. Mais l'horreur, parfois, aveugle autant qu'elle n'éclaire. Et quand le détective Kodebayashi Asao, accompagné du chef de service judiciaire Katagiri Soichi, arrivait sur les lieux, ils ne virent qu'une scène confuse, un théâtre de sang et de douleur où chaque piste semblait pointer vers une ombre insaisissable. Nakamura Seisaku était introuvable. Le père, encore en vie malgré ses blessures, avait couru chercher de l'aide dans la maison voisine. La mère, elle, était effondrée, recroquevillée dans une stupeur dont personne ne savait si elle était causée par la douleur ou par autre chose. Une angoisse plus intime, plus sourde, celle d'une femme qui connaissait la vérité mais qui savait qu'il ne fallait pas la dire. Les autres survivants n'étaient que murmures et tremblements. Dans ce chaos, Kodebayashi Asao, méthodique, précis, chercha à comprendre. Où était Seisaku ? Pourquoi n'était-il pas là, lui qui aurait dû être le premier à hurler vengeance contre un tel massacre ? Avec un autre détective, il monta au 2e étage, l'endroit où Nakamura dormait d'ordinaire. Il le trouva là, endormi profondément, paisiblement, comme si le drame de la nuit n'avait été qu'une simple brise traversant la maison. Ils le réveillèrent. Il ouvrit les yeux lentement, se redressa, cligna des paupières avec la lassitude d'un homme qui n'avait pas encore émergé du rêve. Il ne montra aucune surprise, aucune panique, juste cette placidité effrayante qu'il avait toujours portée comme un masque. Mais malgré leurs soupçons silencieux, les policiers ne trouvèrent rien. L'arme du crime disparut. Le tissu ensanglanté que l'assassin aurait utilisé pour s'essuyer, introuvable. Même les empreintes de pas jouaient contre eux. Celles retrouvées dans la maison semblaient venir de l'extérieur, comme si un étranger s'était glissé dans la nuit pour semer la mort. Et Nakamura, lui, n'avait pas laissé de traces. Alors, faute de preuves, ils durent se contenter d'un constat amer. Le coupable était forcément ailleurs. Pendant les mois qui suivirent, l'enquête piétina. La police avait besoin d'un coupable, d'un visage sur lequel accrocher la peur collective. Et la communauté, elle aussi, voulait un nom, quelqu'un à accuser. Puis vint le 20 janvier 1942. Ce matin-là, une nouvelle bruyante éclata dans le commissariat. Un suspect venait d'être arrêté.
pas Nakamura Seisaku, mais l'enfant adopté de la maison voisine. L'ironie était cruelle. Cette maison, c'était celle où le père de Nakamura avait couru chercher du secours pendant le massacre. Et dans cette maison, juste après l'attaque, on avait accueilli le fils aîné du 4e fils assassiné, un enfant de 2 ans, un enfant dont les petites mains avaient touché le sang. Et ce sang, plus tard, avait laissé des traces, assez pour faire naître un soupçon. Mais ce n'était pas tout. Le suspect désigné travaillait comme inspecteur du riz pour l'association agricole. Et dans un jeu d'influence et d'intérêt mesquin, son travail avait été entravé par le père de Nakamura. Un conflit de territoire, un affrontement feutré qui avait fini par écarter le fils adoptif de sa fonction. Un mobile potentiel, du moins aux yeux de ceux qui cherchaient une explication. Et puis, il y avait le bordel Kikosei, l'enfant adopté y avait été vu. Il y avait participé à des banquets organisés par l'association agricole, il connaissait l'endroit. Il aurait pu être là la nuit du meurtre, mais ce ne furent ni les preuves ni les contradictions qui conduisirent à son arrestation, ce fut une simple rumeur. Dans le village, on murmurait « c'est lui, c'est forcément lui ». Ces murmures, en s'accumulant, devinrent une certitude. La mère de Nakamura elle-même, sous la pression des enquêteurs, affirma que c'était bien lui. La femme du 4e fils, elle aussi, le désigna du doigt. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'elle ne faisait que répéter ce qu'on lui avait soufflé. L'enfant adopté fut arrêté, interrogé, malmené, tapé, frappé, blessé. Pendant 6 mois, il vécut dans les murs froids d'une cellule où on tentait de lui arracher des aveux qu'il n'avait pas. Sa femme, elle, fut convoquée chaque jour, mais on ne lui demanda pas seulement ce qu'elle savait, on fouilla sa vie conjugale, sa vie sexuelle, comme si le crime s'était logé dans son lit. L'affaire semblait close, la justice avançait, même si elle le faisait dans la mauvaise direction. Mais parmi les enquêteurs, un homme doutait. Kiyomatsu Koike, un policier, un détective qui n'avait pas fermé les yeux. Il voyait les failles dans l'histoire officielle, les incohérences que personne ne voulait relever, et il savait que le véritable coupable n'avait pas encore été arrêté. Il lutta contre le poids de la hiérarchie, contre la satisfaction prématurée de ses collègues qui voyaient en cette arrestation une fin et non une erreur. Et quand enfin Nakamura Seisaku fut reconnu comme l'auteur des meurtres, Kiyomatsu Koike courut annoncer la nouvelle. Il se rendit auprès du fils adoptif, l'homme qui avait porté le poids du crime qu'il n'avait pas commis, et il lui dit que tout était fini, qu'il était libre et que le véritable monstre allait enfin être arrêté. Fin juin 1942, la chaleur était lourde sur Hamamatsu, une chape étouffante qui écrasait les esprits et engourdissait les corps. 3 massacres, pas de suspects, pas de solution. La police était aux abois, la ville suffoquée sous une peur muette, et plus le temps passait, plus l'ombre de Nakamura Seisaku s'étendait, sans que personne ne puisse encore lui donner un nom. Il était là, tapi, quelque part, invisible mais omniprésent, un fantôme de chair et de sang. L'échec de l'enquête avait un coût, et comme toujours, ce n'étaient pas les véritables coupables qui ont payé le prix. Le chef de la division des enquêtes criminelles, le chef de la division des crimes violents du quartier général de la police préfectorale de Shizuoka et même le chef du commissariat de police de Hamamatsu furent tous remplacés. Un remaniement brutal, un ménage par le vide, comme si, en changeant les visages, on pouvait effacer l'impuissance collective. Le 7 août, Kodebayashi Asao, jusque-là en poste au commissariat de Iwata, fut muté à Hamamatsu pour reprendre les affaires criminelles en main. Mais la promotion d'un homme ne suffit jamais à rattraper une enquête qui part à la dérive. Puis vint le 4e massacre. 30 août 1942. Cette fois, les erreurs furent commises non par la police, mais par le tueur lui-même. Trop de bruit, trop de résistance, trop d'indices. Parmi ces derniers, l'un des plus étranges, des incisives brisées retrouvées sur le front de la 3e fille de la famille massacrée. Elle avait mordu, elle s'était accrochée à son agresseur avec une fureur désespérée,
Et cette morsure, ce dernier acte de défi, avait peut-être été le premier clou du cercueil de Nakamura Seisaku. Mais il eut d'autres traces. Un fourreau en bois, un shirasaya, probablement celui du poignard utilisé. Un objet abandonné, laissé sur les draps ensanglantés comme une signature maladroite, un morceau de tissu sombre en soie rayonne. Un masque improvisé, une bande de tissu arrachée à un vêtement destiné à couvrir un visage que personne n'avait pourtant jamais vu distinctement. Et une mentonnière en tissu laqué noir, vestige d'un chapeau. Pour la première fois, le monstre avait laissé des preuves tangibles. Le morceau de soie rayonne fut examiné avec une minutie frénétique et bientôt un détail fit basculer l'enquête. Le tissu était teint au manganèse, une technique spécifique utilisée pour produire un textile particulier vendu entre 1935 et 1936 par la Toyama Orimono à Hamamatsu. La première vraie piste depuis des mois. Korebayashi et son équipe décidèrent de remonter à la source. Qui avait vendu ce tissu? Qui en avait acheté? L'homme qui pouvait les aider n'était autre que le troisième fils de la famille Nakamura. 30 ans, propriétaire d'un grossiste en textile et ancien employé de Toyama Textile, mais au lieu d'aider l'enquête, il refusa catégoriquement. Et plus que cela, il se mit à harceler les marchands de tissus de la ville, leur posant des questions, s'informant sur l'enquête, cherchant à brouiller les pistes. Un comportement étrange, un comportement pour le moins suspect. L'information arriva jusqu'à la police militaire et politique, la Kempeitai. Le caporal, intrigué, décida de mener sa propre enquête. Le 18 septembre, il interrogea le père de Nakamura, ce qu'il trouva changea tout. Dans la maison des Nakamura, on retrouva le même tissu, 3 morceaux soigneusement pliés, un pantalon taillé dans la même étoffe et une casquette d'écolier sans mentonnière. C'en était trop pour que la coïncidence soit ignorée. Le 24 septembre, la police préfectorale de Shizuoka organisa une descente chez les Nakamura. Cette fois, il ne s'agissait plus de simples interrogatoires, mais d'une perquisition méthodique. Chaque recoin fut fouillé, chaque objet inspecté, puis l'arrestation tomba. Mais pas sur Nakamura Seisaku, sur ses 2 frères aînés. Le troisième fils, 30 ans, et le deuxième fils, 32 ans. Le deuxième fils fut arrêté parce qu'il était revenu d'Osaka 1 mois avant le premier massacre, parce qu'il était criblé de dettes, parce qu'il avait prêté de l'argent à son père pour soigner sa femme et que celui-ci exigeait d'être remboursé avec des intérêts, parce qu'il avait été évincé de l'héritage au profit du 4e fils assassiné, parce que, comme il vivait seul, il n'avait pas d'alibi. Tout semblait s'aligner pour faire de lui le coupable parfait. Mais alors qu'on l'emmenait au poste, il prononça une phrase qui mit fin à toute l'illusion. « Et au fait, pourquoi vous ne demandez pas à mon petit frère, Seisaku ?